Bienvenue à vous tous là pour cette session sur France PCI. Donc, pour ceux qui sont pas encore au courant, c'est un registre français de cardiologie interventionnelle qui est né en 2014 dans la région Centre et qui s'étend actuellement sur toute la France. Actuellement, il y a presque 100 centres qui participent et qui colligent donc des données sur les coronarographies et les angioplasties coronaires avec un suivi à 1 an systématique de tous ces patients. Et ça nous permet d'avoir une base de données extrêmement riche pour faire de l'évaluation des pratiques, du scientifique. Et j'ai la chance d'animer cette session avec nos deux présidents scientifiques, Étienne Puy-Meurat et Michel Zetouni, qui sont respectivement à l'HEGP et à la Pitié-Salpêtrière, tous les deux professeurs, et avec professeur Van Bell, qui est au CHU de Lille. On a Antoine Pi qui vient faire le trublion de l'équipe et Franck Drouet que j'ai eu la chance de rencontrer il y a maintenant quelques années et qui vous parlera un petit peu des projets, notamment sur l'évaluation des pratiques par le patient. Et c'est quelque chose de très à la mode et très intéressant. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans cette session et Eric va nous parler un petit peu, faire le point sur l'état des lieux du registre. Merci Eric. Donc merci beaucoup au Congrès de me demander de faire cet état des lieux. Donc en fait c'est une présentation un peu introductive des présentations qui vont suivre, des discussions qui vont suivre, qui est de rappeler globalement l'esprit du registre France PCI et de la situation actuelle du registre et vers quoi on va. Donc c'est un registre qui est soutenu par le GACI. C'est aussi probablement pour ça que on m'a demandé de faire cette présentation en tant que président actuel du GACI. Donc la situation actuelle de France PCI, donc c'est un registre qui, comme ça vous a été expliqué, qui collige l'ensemble de l'activité de cardiologie interventionnelle coronaire centrée sur l'angioplastie et l'infarctus du myocarde. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est quasiment effectivement à 100 centres sur 13 régions françaises. Je vous rappelle que aujourd'hui en France, on a environ un peu plus de 200 centres, 200 et quelques centres de cardiologie interventionnelle qui prennent en charge des patients avec infarctus du myocarde. Donc globalement, la représentativité du registre est bonne puisqu'il représente quasiment la moitié des centres français. Donc il y a une organisation autour de ce registre qui a été montée progressivement autour de l'équipe pilotée coordonnée par Grégoire à Chartres, avec donc un comité de pilotage et avec des arcs coordinateurs de région dans chaque région, et vous voyez le logo de l'ARS qui apparaît, on en reparlera. L'ARS joue un rôle extrêmement important puisque le financement de chaque région est pris en charge par ces ARS, ce qui explique aussi que, comme les ARS sont indépendantes, toutes les régions, pour l'instant, ne participent pas. Il y a aussi également un comité scientifique qui a été créé et présidé initialement par Jean-Philippe Collet, que vous connaissez tous, et qui est présidé aujourd'hui par Étienne Puy-Meurat et Michel Zetouni, assisté de Nicolas Danchin et de Gilles Montalesco. Donc effectivement, c'est beaucoup de monde qui travaille pour colliger, récupérer ces informations, puisque dans chaque centre, une équipe ou un paramédical, ou en tout cas un binôme médecin-paramédical, a été identifié pour coordonner, récupérer ces informations de manière prospective, puisque c'est un point important. Donc c'est une construction depuis 2014, comme vous l'a dit Grégoire, avec une implémentation et une augmentation progressive pour arriver à ces 92 centres actuellement, qui associent donc bien sûr des ressources importantes, et donc un financement important qui va permettre, on va le voir, un contrôle qualité également assez exhaustif, et des publications scientifiques et l'implication dans des projets français, mais également qui dépassent la France. Donc effectivement, le principe de départ, c'est celui du contrôle qualité, c'est-à-dire en redonnant aux centres leurs propres données qu'ils peuvent comparer eux-mêmes
aux données nationales, de finalement aller vers une évolution vertueuse et une amélioration des pratiques au cours du temps. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc chaque centre a la possibilité de lui-même en franglais on va dire benchmarker, c'est-à-dire se comparer à l'utilisation au niveau français, que ce soit en termes de pratique ou en termes d'événements, puisque la particularité de ce registre, c'est d'y associer un suivi à 1 an avec la mortalité qui est récupérée, mais également les traitements, un certain nombre d'informations importantes qui sont récupérées à 1 an. Donc ça permet également d'établir des scores qui peuvent varier au cours du temps, c'est-à-dire des index de qualité dont on peut discuter la pertinence, et qui peuvent évoluer au cours du temps, mais qui permettent en tout cas à chaque centre de se positionner par rapport à l'utilisation nationale. Ça nous permet aussi de nous positionner au niveau européen. On en reparlera demain, puisque j'ai une présentation sur l'état des situations de remboursement. Il y a un sujet qu'on attend beaucoup, c'est le remboursement pour l'imagerie endocoronaire. Et on sait déjà qu'aujourd'hui, bien que les recommandations soient extrêmement élevées, puisqu'on a un niveau de recommandation 1A pour l'imagerie endocoronaire, vous voyez que la France est très en retard par rapport à d'autres pays. Et ça, c'est des informations qui sont quand même importantes, qui peuvent être utilisées, notamment auprès des tutelles, lorsqu'on souhaite obtenir le remboursement de dispositifs qui ont montré leur efficacité en termes de prévention des événements cardiovasculaires. Il y a des partenariats. Il y a 2 types de partenariats, et donc dans l'année dernière, donc des nouveaux partenaires ont rejoint le programme. Je vous verrai sur la dernière diapositive l'ensemble des partenaires impliqués, et d'autres partenaires qui sont extrêmement importants, qui sont ces partenaires institutionnels, qui sont ces ARS, qui chacune finance, et le budget pour chaque ARS par année est relativement important. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros par ARS et par an, donc c'est un budget conséquent qui doit être pérennisé sur la durée, qui permet de financer le recueil des informations au niveau des centres. Ces données, on peut les utiliser localement, on peut les utiliser pour des projets français, mais aussi on peut les partager, et à l'initiative de Grégoire, il y a plusieurs initiatives qui existent au niveau de la collection de données au niveau européen. Il y en a une première qui est l'Atlas de cardiologie interventionnelle. Et on a publié les données récemment de cet Atlas de cardiologie interventionnelle, dans lequel les données de France PCI apparaissent. Ces données de l'Atlas de cardiologie interventionnelle sont intéressantes, puisqu'elles montrent qu'aujourd'hui, vous allez assister à un progrès. On va vous parler de valves probablement du matin au soir, voire du soir au matin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2025, en Europe, l'angioplastie coronaire représente plus de 90% de l'activité de cardiologie interventionnelle, et les valves, moins de 6% de l'activité de cardiologie interventionnelle. Donc ça donne une idée quand même relative, c'est important de rappeler. L'autre point important, c'est que l'angioplastie primaire, si vous regardez les courbes en bas à gauche, vous voyez que l'angioplastie primaire, il y a différentes régions qui sont représentées. Vous voyez que les régions qui étaient les moins riches ont progressivement, grâce aux recommandations et grâce à l'organisation des soins, rattrapé les pays les plus riches, notamment les pays de l'Ouest et le nord de l'Europe. En ce qui concerne les valves, vous voyez que sur la partie droite de la diapositive, on n'est pas tout à fait au même résultat, puisque malheureusement, si les pays développés, les pays riches, ont une croissance importante d'activité, vous voyez que l'écart entre les pays les plus développés, les plus riches, et les pays les moins riches, en fait, s'est augmenté au cours des dernières années. On comprend bien, ces dispositifs sont relativement coûteux. Un autre projet dans lequel France PCI participe, c'est le projet EuroHeart, qui là est un projet qui se veut beaucoup plus granulaire, c'est-à-dire récupérer les données individuelles des patients pour comprendre en fait le pronostic, comprendre également la prise en charge. La France pèse très lourd dans ce registre EuroHeart, puisque quasiment la moitié des patients aujourd'hui colligés, puisque la France est un grand pays par rapport aux autres pays qui participent, et avec l'Angleterre, un des pays les plus importants dans ce registre. Ce projet est en cours de construction et va être associé à des publications particulièrement intéressantes, encore une fois, qui vont comparer les différents pays. Quelles sont les perspectives pour 2026 ? Donc un grand projet, probablement Grégoire vous en reparlera par la suite, c'est finalement d'intégrer ce qu'on appelle ce Health Data Hub, c'est-à-dire de coordonner ces données avec les données de la sécurité sociale pour pouvoir, encore une fois, aller vers des données, une analyse beaucoup plus pertinente, plus puissante des données de nos registres. Au-delà de 2026,
Que peut-on espérer? Bien évidemment, l'objectif final, c'est de colliger les 200 centres de cardiologie interventionnelle ou 200 et quelques centres de cardiologie interventionnelle. Ça va s'étendre au-delà de 2026, bien évidemment. On a encore besoin de temps, sachant que, bien sûr, il faut du financement pour tout ça. Bien évidemment, il y a un certain nombre les données montrent que le financement est rentable en termes de prise en charge des patients, mais malgré tout, ça nécessite un financement. Et on a besoin de ce financement, en grande partie issu des ARS, pour augmenter le nombre de régions participantes. Une autre approche qui est intéressante, qui nous vient du nord de l'Europe, puisque dans les pays scandinaves, c'est quelque chose qui a été particulièrement développé, puisque les registres couvrent l'ensemble du territoire, qui est la possibilité de faire des études randomisées à l'intérieur du registre national. Et là, on a 2 projets, un qui a déjà été accepté sous forme de PHRC, mais qui n'a pas encore débuté, qui est coordonné par Farzin Begui, qui est Solo PCI, qui va se faire à l'intérieur de France PCI, et un autre projet qui est un projet européen, qui encore une fois pour l'instant n'a pas débuté, mais pour lequel le financement doit être encore acquis, qui est le projet Fast and STEMI, et Grégoire pourra éventuellement vous en dire un mot. Vous entendrez parler tout à l'heure des PROM, c'est-à-dire finalement des outcomes centrés sur le patient, et ça sera l'objet d'une présentation par la suite. Bien évidemment, ces masses de données, l'intelligence artificielle est à la mode, mais pour faire de l'intelligence artificielle, il faut des données, et les données de France PCI, de ce point de vue, pourront être utilisées pour alimenter des projets autour de l'intelligence artificielle. Donc pour conclure, France PCI est un registre qui est bien sûr en phase de croissance, qui a maintenant atteint une vitesse de croisière et qui doit encore se développer. La diapositive finale apparaît, et donc simplement pour vous rappeler l'importance de nos partenaires, notamment industriels bien sûr, et encore une fois je rappellerai l'importance des ARS qui soutiennent très largement le registre France PCI. Je vous remercie pour votre attention. Petite remarque pour les intervenants, c'est bascule à la dernière slide. La dernière slide, il s'avère que c'est la slide de remerciement des industriels. Donc il faudra être vigilant sur votre temps de parole, parce que sinon vous risquez d'avoir la petite mésaventure que vient d'avoir Eric, c'est-à-dire basculer sur avoir sa conclusion un peu rabotée. Oui, c'est pas très grave. Étienne et Michel, vous avez peut-être des remarques par rapport au registre et notamment à l'aspect scientifique? Non, d'abord, on voit qu'il y a à peu près 50% des centres qui participent à France PCI. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous vous donnez comme délai pour inclure les centres restants? Et la deuxième question, qui est plus technique, c'est que c'est une base procédure. On a beaucoup parlé. Est-ce que dans les perspectives à court terme, il n'y a pas une transformation de la base en base patient? Parce que c'est quand vous incluez des patients dans une base de données, soit vous incluez tous les actes qui sont réalisés, donc l'écho, les angioplasties, mais quand les patients font plusieurs actes, vous avez des doublons. Alors quand c'est dans le même centre, on arrive à les repérer, mais quand ils vont dans des centres différents, c'est pas forcément évident. Donc ça, je pense que c'est un challenge également à rajouter dans les perspectives à court terme. Et puis évidemment, de pouvoir inclure d'autres centres dont la PHP, qui va pas être facile à faire. Oui, toutes tes questions sont excellentes. Grégoire pourra certainement étendre la réponse sur la problématique du nombre de centres. Il faut rappeler, je pense, un point important, c'est l'ambition du projet. C'est-à-dire que on peut dire, oui, mais finalement, la France, au bout de 2014-2025, c'est-à-dire quasiment 10 ans, on n'est qu'à la moitié des centres français. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, la Suède, qui a tous ses centres, c'est les Hauts-de-France, en fait. C'est 30 centres. Ouais, en termes de centres. Donc en pratique, on ne mesure pas tout à fait la même chose, et l'ambition est quand même pas la même. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans le fameux projet EuroHeart dont on parlait tout à l'heure, la France, avec la moitié des centres français, pèse quasiment la moitié des patients de EuroHeart. Donc, bien sûr, il y a la question de l'exhaustivité, après il y a la question de la représentativité, et il y a la question aussi finalement de qu'est-ce qu'on essaie de mesurer. C'est-à-dire que au niveau européen, au niveau de l'ESC, il y a 2 types d'approches. Il y a l'approche dite de l'Atlas,
qui se veut très exhaustive, c'est-à-dire de colliger tout ce qu'on peut colliger, mais là qui descend très peu granulairement en profondeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas des données patients, on a des données agrégées. Lorsque le projet EuroArt, c'est un projet où on va essayer d'aller dans les facteurs de risque, dans le patient unique. Donc, est-ce que pour ça, on a besoin d'être à 100% ? Je suis pas sûr. C'est sûr que ce serait mieux, et ne serait-ce que pour la représentativité, pour répondre à ta question, il est probable que les les patients pris en charge dans de la région parisienne, le fait qu'ils n'y soient pas, c'est embêtant en termes de représentativité. Ça, c'est certain. Après, il y a des intérêts au niveau des ARS, et ça c'est peut-être un discours à avoir au niveau des ARS, c'est-à-dire quand vous avez un maillage territorial, et c'est là, dans le cadre de France PCI, on remonte jusqu'au code postal du patient, donc quand vous avez un maillage territorial où tous les centres sont représentés dans une région donnée, vous pouvez remonter à tous les patients de votre région, et vous avez une cartographie précise de la prise en charge des patients de votre région. Donc là, les ARS, à partir du moment où vous êtes capable de leur proposer quelque chose de relativement exhaustif, en tout cas, c'est ce qui a fonctionné dans notre région, et je pense que ça fonctionne comme ça dans d'autres régions, de dire, ça nous intéresse, et on est intéressé en partenariat avec ça. Maintenant, sur la distance, il faudra convaincre d'autres ARS. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Moi, je suis très intéressé par EuroArt. Alors, où est-ce qu'on se situe la France au milieu de ces pays européens en termes de qualité de registre? Est-ce que je pense que Grégoire va avoir une présentation sur ça, donc je vais peut-être pas déflorer. Il y a un topo dédié à ça. On va pouvoir se comparer. Et deuxième question. Mais en termes de qualité de registre, pas de données, en termes de qualité de registre, en fait, il y a aujourd'hui 3 registres vraiment qui dominent l'Europe. C'est le registre scandinave, on en a parlé, qui est historique. Il y a en fait le registre anglais quand même, qui est très performant également, qui couvre l'ensemble du territoire, et puis le registre. Et encore, sachant que pour le registre anglais, c'est Angleterre et Pays de Galles. Il n'y a pas l'Écosse, il n'y a pas l'Irlande. Donc ça, c'est encore une fois un registre qui est focalisé sur ces 2 pays, et puis bien sûr le registre français. Dans les autres pays, aujourd'hui, il n'y a pas de registre national équivalent. On va avancer juste pour répondre à la question, parce que c'est une question qui est restée sans réponse de Étienne. Le développement à tous les autres centres dépend essentiellement de financement et de convaincre les ARS, la DGOS, la CPM. On essaie d'activer tous ces leviers pour pouvoir arriver à une exhaustivité complète. Pour ce qui est des questions des procédures ou des patients, on collecte pour l'instant effectivement des procédures parce qu'on collecte au sein du logiciel métier et c'est une procédure, et qu'on essaie on a quand même une donnée identifiante patient dans chaque centre qui est unique, donc on sait relier chaque procédure au patient. Mais l'idéal, c'est effectivement d'avoir une donnée patient parce qu'on ne suit pas des procédures, on suit des patients. Donc on y travaille notamment dans le prochain EDS. Merci beaucoup à vous, à Eric et à vous tous. Et Franck Drouet, que je connais donc depuis quelques années maintenant, qui a été très intéressé par le registre, qui est venu frapper à la porte de Chartres pour ses projets personnels, qui étaient communs en fin de compte. Eh bien, il va nous présenter un petit peu une autre façon d'évaluer nos pratiques. Merci beaucoup Grégoire pour cette invitation. Au niveau pratique, juste un slide à vous présenter. Donc, je vais essayer de faire court et rapide. En fait, moi, je suis ici, non pas en tant que professionnel de santé, mais en tant que patient. Et patient qui a eu un infarctus massif il y a 5 ans, en plein Covid, et qui, grâce à vous, et grâce à votre travail, après de multiples complications, j'ai eu droit à mes 6 pontages, à la paralysie d'un poumon, enfin j'en passais des meilleurs. Je suis devant vous aujourd'hui et j'ai le bonheur de vous dire que j'ai cherché, en m'en sortant, à retrouver des informations patients et notamment l'espérance de vie. Ce qui est génial chez vous, c'est que quand vous avez un patient, on va dire, qui est mal en point, vous arrivez à le rétablir et à lui redonner de la vie. Il y a encore des petits trucs qu'il va falloir améliorer. Le fait, par exemple, de signer la décharge juridique qui est indispensable pour vous, mais la veille d'une opération, je pense que c'est pas top.
On peut le faire à un autre moment dans le programme et dans le parcours patient. Je pense qu'il y a peut-être des choses où on peut améliorer, vous et moi, certaines choses. C'est un exemple. Hein. Le deuxième exemple que je voulais vous dire, c'est au lieu de vous dire quels sont les risques, dites-moi la veille de l'intervention, quels sont vos résultats. C'est-à-dire, si vous faites 1000 interventions par an et que vous avez 99% de chances de succès, j'aimerais bien l'entendre la veille de l'opération et ma famille aussi. Donc, communiquer des choses de réassurance. Et pour communiquer ces choses-là, faut trouver les chiffres. Et je me suis retrouvé, moi, personnellement en tant que patient, à avoir beaucoup d'informations, beaucoup de publications internationales, mais au niveau pratique, au niveau France, il paraît qu'on est parmi les meilleurs. Et c'est quoi nos chiffres? C'est quoi notre performance? Donc moi, j'ai eu la chance de me faire opérer à la Pitié-Salpêtrière dans le service de professeur Montalesco, que je remercie. C'est peut-être pour ça que je m'en suis sorti, mais ce qui est intéressant, c'est pas mon témoignage personnel. Ce qui est intéressant, c'est comment on peut ensemble, non pas par tu as parlé de partenaire expert ou de patient expert. J'ai horreur de ce mot-là. Moi, je suis pas un expert. Moi, je suis un patient partenaire. Je me suis remis au travail. Je travaillais dans l'industrie pharmaceutique et en tant que pharmacien. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de travailler à vos côtés. J'ai repris à 60 ans 3 DU, un DU de pharmacovigilance, et donc je suis pharmacien contractuel depuis le début de l'année à la Pitié-Salpêtrière au CRPV pour m'occuper des erreurs médicamenteuses et de ce genre de choses. J'ai eu la chance aussi de faire un DU éthique, parce que je pense que l'éthique en santé, c'est quelque chose d'indispensable. Donc là, je termine le mémoire du DU de Saint-Louis. Et puis j'ai eu la chance de faire la valeur en santé, VBH, donc avec les PROMS et les CROMS. Voilà. Donc mon témoignage aujourd'hui devant vous, il est plus à vous donner le message, communiquer vos résultats. Pour communiquer vos résultats, il faut vous comparer, il faut vous mesurer, et donc il faut tous que vous soyez dans France PCI. Et c'est un peu mon message pour, on va dire, ceux qui ne sont pas encore rentrés, ceux qui ne sont pas encore dedans, mais c'est hyper important pour vos patients, et c'est hyper important de pouvoir communiquer des chiffres à vos patients qui sont clés dans la confiance, clés dans la réassurance. Donc, une des premières questions que j'ai posées à Grégoire, c'est est-ce qu'on a les chiffres à 10 ans de l'espérance de vie, quoi? Combien, après un infarctus, s'en sont sortis? Combien ont eu des soucis? Quel genre de soucis? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est combien ont retravaillé, combien montent les escaliers. C'est pas de savoir s'ils ont apprécié la nourriture avec le questionnaire LSATIS ou si la literie était bonne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir est-ce qu'ils montent un escalier, un étage, 2 étages, 3 étages, au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donnez-moi des performances, donnez-moi des objectifs. Voilà, par pitié, renseignez les documents. Et je pense qu'avec un patient partenaire, et pour ça, j'ai eu la chance de monter l'AVDOC, qui est l'association française des malades et des opérés du cœur, au niveau Paris et Île-de-France, pour essayer de relever le défi et qu'on puisse, on va dire, en partenariat, essayer d'améliorer les choses. Vous n'avez pas le temps de tout faire. Je pense que des patients peuvent expliquer ces choses-là, peuvent simplifier le discours et réassurer. Voilà. Donc il y a plein de questions qu'on n'ose pas vous poser ou qu'on n'a pas le temps de vous poser. Et on peut s'amuser à les récupérer et d'être sûr que vous puissiez répondre à vos entretiens et avoir, on va dire, quelque chose qui améliore la performance, qui améliore les résultats et qui fasse que beaucoup de gens s'en sortent, comme j'ai eu la chance de m'en sortir. Je vous remercie. En fait, ça n'amuse aucun médecin d'aller faire signer ce genre de papier-là la veille d'une intervention. Si on en est là, c'est parce que le public est devenu un peu quérulent. Donc on est victime, autant que vous, de ce qui vous arrive là, de cette pression insupportable qui est de signer ce genre de papier-là la veille. Je suis d'accord. Je transmettrai dans le service.
Encore une fois, je pense que vous le faites pas exprès. C'est plus parce que dans la checklist, à la fin, on s'aperçoit qu'il n'y a pas le consentement. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, le poisson n'était pas très frais avant, hein, donc lui faire signer quelque chose avant, c'est pas évident. En revanche, il y a des étapes que vous faites très très bien. Au niveau pédagogique, j'ai tendance à dire tout ce qui se passe avant l'opération, quand vous expliquez les choses, on a le temps de poser les questions, etc. C'est à ce moment-là qu'on a le temps pour moi, de signer le document. Voilà, mais pas la veille, alors que là, vous faites une nuit d'angoisse, une nuit en solo, en vous disant bon ben c'est demain. Il y en a qui sont très confiants, comme je l'étais. Hein. Moi, je suis parti de là. Je pensais que j'étais parti pour une appendicite. Hein. Je me suis dit 100 000 infarctus par an. Aujourd'hui, c'est comme l'appendicite, quoi. Bon, au réveil, c'était différent. Voilà. D'un seul coup, votre vie bascule et ça devient très brutal. Vous le savez, mais il y a des messages hyper importants à passer à vos patients, quoi. Moi, quand je me suis retrouvé, là encore, je vous donne du testimonial, hein, mais quand je me suis retrouvé avec mon fils qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fous sur le canapé ?» Parce que d'un seul coup, vous êtes fatigué, vous avez une tension qui baisse avec vos médicaments et vous n'assurez plus une cacahuète. Voilà. Mais vous avez des hauts et des bas comme ça dans votre vie d'après. Et là, c'est généralement, vous êtes tout seul chez vous et vous n'avez plus votre cardiologue. Hein. Votre cher cardiologue se dit « Bon, de toute façon, le généraliste a repris le relais, donc c'est bon. » Sauf que vous êtes au milieu de nulle part, quoi. Donc là aussi, il y a, à mon avis, beaucoup de choses à améliorer sur ces choses-là. Voilà. Alors, je me tais. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces acronymes, hein, donc PROM et CROM, en fin de compte, nous, cardiologues interventionnels, on a l'habitude de s'intéresser au CROM, c'est-à-dire aux événements cliniques. Est-ce que le patient est mort ? Est-ce qu'il a fait un infarctus ? Est-ce qu'il a fait une thrombose de stent, une hémorragie ? Et comme le dit très bien Franck, d'abord, les chiffres, je te rassure, Franck, vous le verrez, sont excellents sur le pronostic maintenant, même en cas d'infarctus. Mais ce qui va être important pour le patient, qui va survivre à cet événement-là, c'est comment il va vivre de ça. Heureusement, il est déjà en train d'être sensibilisé. Vous avez vu qu'il y a des recommandations maintenant européennes qui sont sorties sur les aspects psychologiques de la maladie coronaire. C'est très important, mais sa qualité de vie, c'est essentiel. C'est ça qui va être la priorité pour lui. Et les PROM, c'est ça. C'est de changer un peu de paradigme, ou en tout cas compléter un petit peu nos évaluations, pas uniquement sur des données qu'on a l'habitude de voir dans toutes les publications, mais de les faire aussi sur ce qui est essentiel pour le patient. C'est son statut fonctionnel. Donc, est-ce qu'il a encore de l'angor ? Est-ce qu'il est encore capable de, comme il disait, monter des étages ? Est-ce qu'il est encore capable de porter ses petits-enfants ? C'est ça qui va faire qu'il va vivre correctement et normalement et pouvoir se reprojeter dans une deuxième vie. Donc ça, c'est essentiel. Donc les CROM, c'était pour te féliciter. C'était pour les fins de... Tu avais tellement d'avance que... Donc les CROM, c'est ça. Alors... Tu n'en as pas parlé, mais peut-être que tu en peux en parler parce qu'on a un tout petit peu de temps encore. Dans le cadre de ton DU, tu as fait un travail justement à partir des données France PCI, puisque maintenant on intègre des PROM, excusez-moi, de façon très légère parce que c'est compliqué de le faire systématiquement pour autant de patients. Donc on pose des questions simples. Est-ce que vous avez encore de l'angor ou pas ? Et quel type d'angor ? Et est-ce que vous avez, comment vous sentez ? Est-ce que vous vous sentez mieux ou moins bien qu'avant votre procédure ? Et tu peux peut-être donner le résumé un petit peu ? Alors, tout à fait, au niveau pratique. Hein, donc, les CROM, c'est-à-dire toutes les data cliniques restent. Hein, on les enlève pas. C'est capital et c'est essentiel. Mais là-dessus, on rajoute des PROM, donc c'est-à-dire des preuves en fait de résultats au niveau du patient. Et les preuves au niveau du résultat patient, c'est ce que je vous expliquais par exemple sur les escaliers ou sur des choses, on va dire, pratico-pratiques qu'on peut voir. Moi, ce qui m'intéressait, c'est combien de gens ont travaillé ou pas derrière, quoi. Et ça aussi, c'est un critère, on va dire, de rétablissement. Et pour moi, il est comme un CROM, c'est-à-dire que si les gens retravaillent, vous avez fait votre job à 10 000% et votre patient a retrouvé une vie quasi normale, quoi. Voilà. Mais combien sont-ils aujourd'hui ? On ne peut pas me répondre. Donc, je suis persuadé que très rapidement, avec l'ensemble de ces datas et l'ensemble de ces registres qu'il faut améliorer, on arrivera à avoir des pourcentages
par centre. Et voilà, moi je me suis d'abord focalisé grâce à Grégoire et à France PCI sur les chiffres en fait d'espérance de vie. Et on a réussi à trouver des chiffres déjà à 1 an qui sont excellents, mais qui ne sont pas communiqués dans les hôpitaux. Alors pourquoi? Je ne sais pas. À 5 ans, on a réussi à trouver aussi des chiffres à 5 ans. Et donc, je ne suis pas une exception, heureusement. D'autres s'en sont sortis. Et pareil, par contre, le chiffre à 10 ans, on ne l'a pas encore. Et ça, j'aimerais bien qu'on l'ait et pas dans 5 ans, quoi. Voilà. Donc, je suis sûr qu'on peut revenir très rapidement à ça. Et il y en a d'autres hein, que je cherche, mais on va déjà commencer par les plus gros. Je pense que c'est un témoignage très important et je ne sais pas si au sein de votre association, vous relisez aussi les protocoles de recherche. Il y a une vraie question actuellement sur les essais cliniques où on choisit des critères de jugement, mais qui sont totalement indépendants du ressenti du patient. C'est-à-dire, on va évaluer les saignements comme les AVC, comme le réinfarctus. Et donc, il y a une vraie réinterprétation aussi des données cliniques à faire en fonction de ce qui est plus important pour le patient. C'est-à-dire que en fonction des populations et des patients, il y en a qui vont dire je préfère un peu saigner, je préfère que dans l'évaluation qu'on me donne plus de poids à l'AVC qu'au saignement. Est-ce que vous relisez les protocoles de recherche? Aujourd'hui, je relis pas encore les protocoles de recherche. Hein. Je pense que là aussi, il faut être formé pour arriver à ça. Là, j'ai fait cette année 3DU, mais j'ai pas encore fait prochaine, recherche clinique. J'ai pas encore fait la recherche clinique, même si on va dire que j'ai quelques connaissances industrielles de ce niveau-là, mais je vous suis totalement. C'est-à-dire que sur des critères majeurs, en fait, il faut arriver. Et c'est aussi le but de ma démarche, il faut vous rapprocher des associations de patients. C'est indispensable demain, encore plus avec l'arrivée, on va dire, des data et de l'intelligence artificielle, puisque l'essentiel qu'il faut trouver, c'est notre humanité, quelque part, et du bon sens. Voilà. Honnêtement, hein, c'est pas compliqué. Je pense que c'est beaucoup de bon sens et d'avoir un peu tous les sharing partenaires et de pouvoir échanger entre nous sur qu'est-ce qui est vraiment le plus important. Voilà. Pour info, hein, Avdoc va être le partenaire privilégié pour le représentant patient pour France PCI. Hein, c'est ce qui est prévu. Et Greg, quels sont les proms que tu as insérés dans France PCI pour l'instant, ce que j'ai dit très simple, hein, c'est un statut angineux et amélioration ou non avant et après une angioplastie. Donc ça reste très basique. Parce que ces datas, si elles sont à la disposition du grand public ou si elles sont transmises au grand public, risquent d'aboutir à une course à l'échalote. Quel est le centre où la mortalité est la moindre? Pour l'instant, on n'a pas fait de comparaison de centre. C'est le risque. On a vu qu'il y avait en gros 90% des gens qui se sentaient mieux à 1 an après qu'avant l'angioplastie. En gros, pour être schématique. Les chiffres sont excellents. Encore une fois, enfin moi c'est là-dessus que je pousse, c'est que la découverte, c'est que votre performance collective au niveau de France PCI, hein, puisque j'avais accès à de nombreux centres de France PCI, les chiffres sont supérieurs à 90%. Quoi. Et pourtant, le jour J, c'est pas ce qu'on vous annonce. Ce qu'on vous annonce, c'est ce fameux élément juridique en disant vous avez un risque, hein, vous le savez, oui, bien sûr, je le sais. Donc vous me le signez, oui, je le signe. Mais je préférais qu'en même temps, on puisse communiquer. Voilà les résultats de l'année dernière ou d'il y a 2 ans ou des 3 dernières années en fonction de ce que vous voulez faire. Mais c'est rassurant pour votre patient, quoi. Pensez-y. Bon, merci pour votre témoignage. La transition est toute trouvée. On a des très bons chiffres. Est-ce qu'on est meilleur ou moins bon que les autres? Grégoire. C'est la vraie question. C'est tout l'intérêt de ce registre. Pas que de ce registre, mais en tout cas, Franck vous l'a bien dit, même pour le patient, de pouvoir comparer un petit peu les résultats, c'est essentiel pour lui. Hein, c'est ce que font les Suédois. Hein. Les comparaisons sont totalement libres d'accès et chaque hôpital sur des critères se compare et a des index de qualité et que le patient, tous les Suédois peuvent y avoir accès. Donc est-ce qu'on est vraiment les meilleurs? On pense toujours qu'on est les meilleurs. Vous allez voir que c'est pas si simple. Comme vous l'a dit Eric, on participe à ce projet EuroHeart qui nous permet maintenant de nous comparer.
Alors, on était effectivement à 40 ou 50% de représentants français dans le registre. Maintenant que les Anglais sont arrivés dans la bataille cette année, eh bien, ils ont une grosse activité aussi. Et donc, on est plutôt proche de 20-25%, mais ça reste quand même un registre essentiel dans le registre France PI, dans ce projet EuroArt. Vous voyez ici sur les chiffres 2000, donc de l'activité 2024, donc de la publication qui est à venir, qui va apparaître dans un mois de EuroArt en France, vous voyez, que ce soit sur les STEMI ou non STEMI, on représente quand même une importante part, sachant qu'on n'est que 50% des centres français et que les Anglais font le plein de leurs centres. Alors, juste en termes d'épidémiologie rapide, vous voyez que pour ce qui est de l'âge des infarctus ou des non-STEMI, on est à peu près dans la moyenne, 65 ans, 4. Et vous voyez qu'étonnamment, il y a quelques pays qui sont bien au-dessus, notamment la Suède, j'ai découvert ça, qui ont 2 ans de plus quand ils font leur événement cardiovasculaire. Alors, on sait qu'il y a un gradient nord-sud, mais on voit que même l'Italie est un peu au-dessus de nous, ce qui n'est pas franchement un pays du Nord. Donc, il y a des disparités de chaque pays sur l'âge moyen à laquelle vous faites votre infarctus. Sur les facteurs de risque, là aussi, on voit que en France, on est plutôt dans la moyenne sur ce qui est du tabagisme. Les Suédois fument beaucoup moins que nous. En hypertension artérielle, on était plutôt dans la partie haute, ou moyenne en tout cas, par rapport aux autres pays. Le BMI, on n'est pas plus gros que les autres, voire un petit peu moins. Les Suédois sont, et là aussi j'étais étonné, plutôt plus gros que la moyenne quand ils font leur infarctus. Et le diabète, on est plutôt là dans les taux assez bas. Vous voyez que les Hongrois sont, je ne sais pas si c'est le goulash qui fait ça, mais ils sont extrêmement diabétiques. Par contre, on est les champions européens sur l'abord radial, et ça, c'est pas étonnant. On a eu quand même des leaders d'opinion qui nous ont convaincus de longue date que la voie radiale, avec une baisse significative des événements hémorragiques grâce à cette voie-là. Et donc, vous voyez que la Suisse a un peu de retard. Ils sont plus lents, les Suisses. Ils sont à 72%. Ils font encore de la fémorale, probablement. Pour ce qui est des P2Y12 utilisés, on est là aussi plutôt bien situé. Les P2Y12 puissants, que ce soit le ticagrelor, qui est privilégié dans nos pratiques, ou le prasugrel, est de loin le plus utilisé dans le STEMI et même dans le non-STEMI. Vous voyez qu'il y a des pays, l'Islande, je ne sais pas pourquoi, en général c'est pour des raisons économiques. On utilise le clopidogrel dans les pays du Maghreb notamment, ils utilisent pas mal le clopidogrel dans les syndromes coronariens aigus. Et bien là, il y a des pays qui n'utilisent quasiment que du clopidogrel dans les syndromes coronariens aigus. Donc on voit un petit peu les variations. Pour ce qui est du nombre de pourcentage de gens qui sont reperfusés, là aussi on est plutôt dans une moyenne correcte à 92%. Par contre, pour ce qui est des délais de reperfusion à moins de 90 minutes, on est très mauvais là. On est à 49%. Alors est-ce que c'est parce qu'on est un grand pays avec pas tant de centres de cardiologie interventionnelle que ça, et donc le maillage est assez large, ou alors parce que notre système de transport très médicalisé est pénalisant en fin de compte pour le patient, ou parce que le transport héliporté aussi, c'est mon dada, est un peu trop utilisé. Écoutez, voilà, donc il y a vraiment des choses à faire, parce que vous savez que chaque minute qui compte, et chaque heure qui passe, c'est de la vie en moins dans les suites d'un infarctus. Et paradoxalement à ça, on utilise très peu la thrombolyse, puisque vous voyez 2,3% d'utilisation de thrombolyse, là où d'autres pays comme l'Estonie, la Norvège ou l'Islande sont très fervents de la thrombolyse. C'est même une question qui revient à la mode, un peu, vu nos délais de prise en charge. C'est une perte de chance pour le patient. Est-ce qu'il ne faut pas à nouveau thromboliser des patients dont on sait qu'ils vont arriver hors délai, notamment des patients jeunes? Là, un petit florilège, que ce soit dans le non-STEMI ou le STEMI, qui compare la France en rouge par rapport à la moyenne européenne. Et on voit qu'en termes d'événements cardiovasculaires, on est plutôt très bas, et les décès sont très faibles, et je ne vois pas beaucoup de biais, parce que nous, on sait qu'on a 3% de perdu de vue, ce qui est très peu. On a une qualité là-dessus sur les suivis qui est exceptionnelle par rapport à d'autres registres. Donc, on sait, c'est relativement même très fiable. Donc, on a une mortalité plus basse, parce que c'est le profil des patients. On n'est par contre pas très bon pour collecter les données. Le LDL cholestérol, notamment, est mal collecté dans notre registre, pas suffisamment, parce que ce n'est pas une donnée obligatoire. Par contre, on utilise bien les traitements préconisés, les statines, la bithérapie,
que ça soit dans le STEMI ou non STEMI. Et puis, sur les taux de reperfusion, les fractions d'éjection, là aussi, sont bien collectées, ce qui n'était pas tout à fait le cas au début de l'expérience. La mortalité, vous le voyez, quel que soit l'âge du patient, la tranche d'âge, eh bien, on est dans la tranche très basse de mortalité, que ce soit dans le STEMI ou non STEMI. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Franck, tu peux être rassuré sur, en tout cas, ton devenir à 30 jours. Mais là, tu vas passer le cap. Pour le devenir à 30 ans, on en parlera quand on sera à Paris avec le SNDS. Alors, qu'est-ce qui est du syndrome coronarien chronique? Il y a beaucoup moins de data sur le chronique, et pourtant, il y a beaucoup à dire. Vous voyez ici, j'ai pris l'excellent registre anglais, BCIS, 117 centres, 68 millions d'habitants en couverts. Et vous voyez que les angioplasties électives sont moins importantes que les angioplasties pour non-STEMI, et sont à peu près équivalentes à celles du STEMI. Gardez un petit peu ces proportions en tête. Ça, c'est nous, en France. C'est-à-dire que l'angor stable, il est 2 fois plus pratiqué que le non-STEMI. Et encore, je ne compte pas les ischémies silencieuses dedans qui feront probablement passer à 3 fois plus que le non-STEMI. Donc on est assez agressif dans l'angor stable par rapport, en tout cas à l'Angleterre, qui est plutôt, eux, dans une tranche basse. Mais clairement, malgré les recommandations et les études qui sont venues expliquer que l'angor stable, l'angioplastie n'amenait pas d'amélioration de pronostic, mais uniquement une amélioration fonctionnelle, eh bien on voit que ça n'a pas changé beaucoup de choses sur nos pratiques. Et ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Là, rapidement, Eric vous a rappelé qu'on est peut-être très bon pour dilater beaucoup de patients, mais on est très mauvais pour le faire de façon de bonne qualité, puisque en termes d'utilisation d'imagerie endocoronaire, on est à la traîne de tous les pays européens. Heureusement, une bonne nouvelle, c'est que l'imagerie endocoronaire, en tout cas l'OCT, vient de passer un cap il y a 2 jours sur son potentiel remboursement, et on espère que ça va débloquer les choses. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de sous là-dessous, il y a aussi un problème de culture. Vous voyez, les Japonais, j'avais des Japonais, moi, à Chartres, il y a 2 jours, ils étaient hallucinés. Alors, on a fait de l'imagerie parce qu'ils étaient là, mais eux, c'est 100% d'utilisation d'imagerie. Ils ne font pas une angioplastie sans imagerie. Grande disparité de l'utilisation de l'imagerie selon les centres. Hein. Vous voyez, ça va de 0%, ou presque 0%, à 31%. Alors, je ne vais pas me galvaniser, nous sommes le centre 1, on est, nous, non anonymisés, mais on est convaincus que dans l'angioplastie du tronc commun, il faut faire de l'imagerie, mais même quand on est convaincu, on n'en fait que 30%. D'accord ? Donc, et ces 30%, ça doit être le plus mauvais centre anglais qui fait 30% dans cette indication-là. Donc on est vraiment très très loin. Pour ce qui est de l'ambulatoire, là aussi, il y a beaucoup de progrès à faire. C'est quand même un plus. On parlait du qualité pour le patient, mais est-ce que vous avez déjà dormi à l'hôpital à côté d'un apnée du sommeil ou d'une mamie Alzheimer? Je pense que vous n'aurez pas envie de rester à l'hôpital la nuit, d'accord? Et en plus, psychologiquement, de se dire qu'on peut sortir le jour même, ça change totalement votre parcours de soins. Eh bien, les Anglais sont à 70% d'ambulatoire pour l'angioplastie élective. Nous sommes à 19%. Et vous voyez que les chiffres, avec le temps, on ne bouge pas beaucoup. On est passé de 16,9 à 19%. Il y a des centres qui sont à 0% d'ambulatoire. D'accord ? Nous, on est à 57%. On pense que, vous voyez, qu'il y a même des centres qui sont à 91%, mais je ne suis pas totalement sûr de la fiabilité, parce que ça me paraît énorme. Mais je sais qu'il y a des centres qui sont à 80% et qui sont vraiment à 80%. Là, je vous ai mis quelques chiffres sur le nombre de PCI par million d'habitants. Vous voyez qu'on est dans la moyenne. Le nombre de coraux, on est plutôt aussi dans la moyenne. Le nombre de cath labs, on est plutôt un petit peu en dessous de la moyenne par million d'habitants. La prévalence de la maladie coronaire, vous savez qu'on est plutôt préservé avec notre régime méditerranéen. Et le nombre de cardiologues interventionnels, on est plutôt dans la tranche haute. Pour ce qui est des MACE, vous voyez qu'on est... Moi aussi, je me fais avoir. Il y a une certaine justice. Hein. Oui, c'est ça, oui. Oui. Donc, pour ce qui est des MACE, donc c'est exactement la même chose que pour la mortalité. On a moins. C'était une évolution sur le temps là que je vous ai montré entre 2014 et 2024 sur une population cohérente qui est la population de la région Centre Val-de-Loire. Et bien, on a vu qu'on avait une amélioration du pronostic de tous les marqueurs, de tous les MACE sur 10 ans, qui est impressionnante, parce qu'on a quasiment divisé par 2 toutes les complications, que ce soit les thromboses de stent, les resténoses, tout ça maintenant c'est des chiffres, thrombose de stent c'est 0,4% de thrombose de stent, même inférieur à ça pour l'angioplastie sélective à 1 an, donc, et la resténose c'est aux alentours de 2 à 3%, donc ça n'existe quasiment plus, donc c'est plus ça le challenge
Hein, Franck, et là je te rejoins, le challenge maintenant c'est que nos patients non seulement ils soient vivants, ils aillent bien, ils soient pas vivants, mais ils se portent bien et puissent à nouveau vivre normalement. La conclusion c'était en gros, si on se compare, ben, on est bon sur le radial, on est bon sur les traitements, on est bon sur le pronostic, on est très mauvais sur l'imagerie endocoronaire, on est très mauvais sur l'ambulatoire et on n'est pas bon sur les délais. Voilà, je vous remercie. Merci Greg. Concernant l'imagerie endocoronaire, c'est probablement uniquement un problème de remboursement. Parce que quand tu vas dans tous les congrès de France, tu te rends compte qu'on vante l'imagerie endocoronaire. Donc 6%, c'est juste parce que c'est pas remboursé. Quant au syndrome coronéen chronique qui est dilaté 10 fois plus en France qu'ailleurs, c'est juste le paiement à l'acte. On ne va pas revenir sur le paiement à l'acte, on a déjà beaucoup discuté, mais je suis d'accord avec toi. Pour ce qui est de l'imagerie coronaire, si tu prends l'expérience de la FFR, entre avant le remboursement, et Eric pourra en parler mieux que moi, et après le remboursement, en fin de compte, on n'a pas vu de saut monstrueux. On est passé de 10% à 20% d'utilisation de la FFR, ce qui n'est pas non plus monstrueux, puisque dans les pays scandinaves, ils étaient à 60-70% d'utilisation, et c'est même des critères de qualité pour eux de faire de l'évaluation fonctionnelle. Donc, je suis pas sûr que le remboursement soit uniquement le problème majeur. Il y a un problème, c'est que nos salles de caté sont bien remplies et que les gens pensent que c'est time consuming, ça prend du temps de faire de l'imagerie. Deuxièmement, il y a un problème de formation. Les gens ne sont pas bien formés et savent pas interpréter les images. Moi-même, sur l'IVUS, je suis pas du tout à l'aise. Je connais bien l'OCT, mais quand je sors l'IVUS, j'ai des fois du mal à interpréter correctement les images. Donc, sortir un matériel qui est coûteux, qui va te coûter pour l'investissement, dont tu sais pas très bien utiliser, qui va te prendre du temps, et je pense que c'est les principaux freins. Je dirais, on verra, hein, on verra. Ça, les chiffres bougeront, mais je pense qu'effectivement, il y a quand même un problème culturel là, qui est important derrière. La situation il ne faut pas imaginer que la situation des autres pays qui ont des taux d'utilisation qui sont tous plus élevés que la France, soient des situations magiques en termes de remboursement. Le Japon est très particulier et effectivement il y a un paiement à l'acte de l'imagerie au Japon qui fait que c'est devenu culturel. Mais l'Angleterre, qui est 3 fois plus au-dessus de la France, n'a pas une situation de remboursement plus favorable. Donc, on part vraiment de très très bas. Alors, le problème, c'est que 3 fois un chiffre qui est microscopique, ça reste un petit chiffre. Grégoire, comment tu expliques qu'on soit si mauvais dans les délais ? C'est un sujet depuis de nombreuses années. On n'arrive pas à améliorer ce chiffre. On sait tous que l'infarctus tardif, en particulier l'infarctus antérieur, c'est une catastrophe derrière pour les patients. Est-ce que c'est les patients qui ne sont pas assez bien éduqués, ils mettent du temps à appeler, ou est-ce que c'est nos systèmes de soins qui sont trop lents ? Alors, quand tu compares les délais douleur, appel SAMU, ils sont exactement identiques aux autres pays. C'est-à-dire que le patient, et on l'a vu nous dans France PCI, ils ont même augmenté leur pourcentage d'appels au SAMU. On est passé de plutôt 50% à près de 60%. Donc l'éducation, elle est là. Là où on pêche beaucoup, c'est sur les transports. Donc il n'y a pas de photo là-dessus. Alors, peut-être que c'est lié à notre hypermédicalisation préhospitalière, hein, c'est une particularité française, et que du coup, avec des outils modernes maintenant de CG connectés, on pourrait très bien avoir un diagnostic au lit du patient par un paramède et gagner beaucoup de temps, parce que on voit dans nos campagnes, c'est très difficile de dégager un médecin. Des fois, il faut l'attendre, des fois, mettre un poste de Châteaudun à Chartres, ils n'ont pas vraiment de primaire, donc c'est compliqué, donc on perd du temps. C'est vraiment une difficulté qu'on a. Lorsque j'étais en Caroline du Nord, qui est un État vaste et très peu médicalisé, ils avaient une solution radicale, c'est qu'il y avait une ambulance dédiée dans chaque hôpital au ST+, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est les patients transférés qui mettaient du temps, et c'est le paramède, l'ambulancier, là, il mettait une perf, il mettait le def, et puis il kick and drive jusqu'au centre sans se poser plus de questions. Est-ce qu'on va
réussir à aborder le débat un jour, tu penses, ou même ça, c'est trop difficile politiquement? Il est en train de s'ouvrir, notamment en région Normandie, notamment grâce au registre France PCI où ils ont mis en avant ces problèmes-là. Et je sais que René Koning est très attaché là-dessus et il va probablement une expérimentation en Normandie. Oui, effectivement. Enfin, il y a quand même un élément de pondération à avoir par rapport aux données européennes. Certains éléments des données européennes sont artificiellement bonnes. C'est-à-dire qu'il y a de manière, on a eu les discussions, puisqu'on a eu le retour notamment avec la Hongrie, par exemple, qui a des délais où 98% des patients sont délais, mais ils comptent les délais à partir du moment où le patient arrive à l'hôpital. La qualité de la collection des données au niveau européen, elle est si importante. Et d'autre part, il faut savoir que quand tu vois un pays dans EuroHeart, quelquefois un pays, c'est 3 centres dans le pays, 4 centres dans le pays. Donc la représentativité, elle n'est pas toujours là. Donc ça n'enlève rien à nos délais à nous. Mais est-ce que nos délais à nous sont dramatiquement plus mauvais que les autres? Je suis loin d'être sûr. Si on se compare avec les registres existants de qualité, la Suède, on est très mauvais. La Suède, c'est la Suède. Puisqu'on parle de la Suède, c'est la bonne transition. On a la grande chance et l'honneur d'avoir en visio conférence, j'espère que ça va marcher, professeur Lars Valentin. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, professeur Lars Valentin, il a été président de la Société suédoise de cardiologie. Il est à l'origine du programme SwedenHeart, qui est le programme de tous les registres. Il faut savoir qu'ils ont actuellement 7 registres en cardiologie et maintenant ça s'est déployé sur toutes les spécialités. Ils ont 70 registres dans toutes spécialités confondues et 40% des pathologies sont couvertes par des registres. C'est-à-dire que pour eux, la logique, quand vous rentrez dans un hôpital, vous rentrez dans un registre. Pourquoi? Parce que ça améliore la qualité, comme le disait Franck, et eux, ils en sont convaincus depuis très longtemps. Nous, on est allé les voir à Uppsala. On a eu la chance de rencontrer son collègue Stefan James. Hello, Lars, it's a great pleasure. Hello, great to see you. Thanks a lot to join us. It's a real pleasure and honor to have you in our session. You will speak about the EuroHeart project, and can you tell us a little bit more about that? Absolutely. Thanks for the invitation, Greg and Eric. We have been collaborating on the project now for a few years. I will share my slides and share. I hope you see the slides. Yes, it's perfect. Yes, fine, thank you. So thank you for taking part in your French PCI session and listen to the discussions, which are very much the same as we discuss in Sweden. We have the SwedenHeart annual working groups meeting tomorrow. So therefore, it's very timely, and you are obviously discussing the same things like the prompts and when do we introduce the prompts and how do we use them, etc. And what about the EuroHeart? Well, the EuroHeart project was started now 6 years ago. It was really launched in Paris 2019. And this was the executive committee at that time. I have been co-chairing the project together with the past president of ESC, Barbara Cassidy, and together with Stefan James, whom you know, as an interventionalist, and also with Aldo Maggioni and Chris Gale from Italy, respectively, England. So this was, as you realize, in the COVID-19 times, and there were certain delays, but still we continued to struggle with this, and we have had 6 years of collaboration, meeting different groups at different occasions, and trying to get things together and to get a mutual understanding of what we like to accomplish. And when we now summarize the achievements at this year's ESC Congress in Madrid, we have now a collaboration of 15 countries, which you can see to the right. We have published the data standard for 4 disease domains and also for outcomes, actually. We have developed an optional IT platform for countries not having the opportunity to use their own platform. We have activated 3 registered disease domains, ACS, PCI, and now also TAVI and heart failure. We have published 9 manuscripts and continue to publish. And we have published 3 annual reports. And we are now working on the 4th, of course, for 25.
and we summarized the results in 3 sessions and 7 data presentations at the Congress. So we, I think, have been rather active. The mission of the project is really to improve quality and equity of cardiovascular care in Europe, both across countries, but also within countries. And we have the mission really to improve quality of care at the hospital level, and that the healthcare providers at each hospital should get feedback from the systems like they get in Sweden, in England, and in France. And this is the main purpose really of the registry. And then we have organized this collaboration between national registries on these common cardiovascular diseases. And we are using, in order to participate, you need to commit to use a standardized data set and the common quality criteria. We are not sharing any individual data. We are only sharing aggregated data provided from the national registries. The national registries maintain the full responsibility for their IT structure, for their databases, for their decision-making, for their participation in whatever is initiated. And at the central level, we are coordinating and we are receiving aggregated data that we then present in annual reports and in scientific publications. Of course, I mean, our aim is also that this should form an infrastructure for collaborative research, like observational trials and also randomized register-based clinical trials. And hopefully this would affect the culture of continuous change, continuous learning in the healthcare system. So these are the publications, the published data standards in the European Heart Journal or some sister journals. And therefore, we now have data standards in all the main disease areas, also outcomes. And as a matter of fact, the publication on the PROMS is submitted. So there will also be PROMS. We have agreed on, together with all working groups, associations, opinion leaders in these disease areas, on a mandatory set of variables that is predefined, not more than 100 for each disease condition. And then there are predefined additional variables that are optional, and the country can add whatever, of course, variables that is preferred. And we then have standardized outcomes. And we are working on now starting up safety surveillance of drugs and devices and randomized trials. The IT platform has only been implemented in a few countries without well-developed electronic patient records, which is Romania. Ireland preferred really to use the IT platform instead of their electronic patient records, and Estonia has a combination where they import data, like you were doing in France, from the electronic patient records. As you saw, we have now a fairly impressive number of patients represented in these aggregated data sets. So, I mean, for this year, we had 170,000, but overall, we have over the years aggregated in the same way, 400,000 patients represented. And of course, I think we have to start by acknowledging, as Greg was already doing, the heterogeneity in these cohorts. We have probably representative and complete coverage in 6 countries, England being the largest country, followed by France and Hungary, Norway, Sweden, and Switzerland, where we have complete data. As a matter of fact, we have absolutely complete data from a small country like Iceland, but from the others, we have more limited numbers of centers. So there are differences in time and duration of registration. Inclusion criteria might be different, completeness might be variable. So we have always to be aware that it is difficult to compare across all the different national registries. And we only have data with stratification for
diagnosis, sex, diabetes, and age groups. So we cannot drill further down. We cannot do any multivariate analysis using this type of approach. But still, I mean, as you saw from Greg's presentation, we are able to look across the countries, and there are consistencies between the countries. I mean, like current smoking, if you stratify that for age, you see that current smoking is really a problem of the younger part of the population, not at all in the elderly patients, while hypertension is, of course, the dominant risk factor in the elderly. So therefore, we have the same type of patients across the countries. We can also, of course, compare these type of quality criteria. I mean, almost everybody use reperfusion in the majority of eligible patients, but delay times are variable, as you can see to the right. And if you go into modern treatment like SGLT2 inhibitors, which can be used both for diabetes and for heart failure, you can see that there are substantial differences between the countries in the implementation of SGLT2 inhibitors in patients with AMI in relation to heart failure. And this is definitely a development area where we are monitoring the change over the years. So these are options where we can provide, I think, information. We concluded this year that the EuroHeart collaboration now can provide international standardized data across half of Europe, and we can monitor the quality of care over the years and allow comparisons between national registries and also between hospitals in the country at the national level. And what we can see, I think, is generally high standards of care and adherence to the guidelines. But still, I mean, these reports indicate, as also Greg emphasized, areas of improvement, both concerning quality of care and, of course, also quality of registration, where we need to improve, especially in certain countries. We are just now starting a project to collaborate on federated data analysis, where the database stays in the countries, but where we send statistical syntaxes to the data managers and statisticians in the individual countries to run on their own databases. And then you send back the results to a coordinating center, which then performs meta-analysis. So thereby we will be able to dig down into the details of reasons for differences between patient groups and countries. And we, of course, now have a very large number of patients that might be eligible for inclusion in registry-based randomized clinical trials. And we are working hard on starting up the first randomized trial. We are also now starting the TAVI registry. Rajesh Kharbanda from England is now the chairman of the TAVI domain, working and discussing with many countries concerning the annual report for next year. And as you can see, we have some commitments and also working together with other countries. Even Germany seems to have a database which is feasible to include in this collaboration. Otherwise, Germany has, because of its healthcare system organization, problems with national registries, but we are working on it on a several years basis. The priorities we have now for the future is, of course, to further improve coverage and data quality in the different countries, but also expand to further countries. We are discussing, for example, of course, with Spain and other European countries. And we like to expand to include heart failure, atrial fibrillation, and there is even other disease domains under discussion. And we should always report back, at least on an annual basis, this international data and also report this scientifically. But we put a lot of emphasis now in developing the federated analysis and also improve and facilitate data capture from the electronic patient records and start to generate new evidence and eventually use the EuroHeart for accreditation of different hospitals.
So you can see all of this information at our website. And thank you for your attention. And I'm happy for answering any question. Thanks a lot, Lars, for your presentation, and congratulations for all the works you've done with the registry in Europe. And it's a really amazing project, and I'm still very inspired by your job, and really congratulations for that. Unfortunately we don't have any time for more questions, so I will see you next time in your heart meeting, and I hope you will be well. Thank you. Look forward to continue the collaboration. Thanks Bye-bye. a lot. Bye. On doit être un petit peu en retard, oui. Pour conclure, en fait, France PCI est un merveilleux projet qui est né à Chartres et qui continue à être à Chartres, ce qui, malgré quelques embûches. Ce projet va certainement faire grandir notre discipline. Il ne faut pas le voir comme un instrument de contrôle de nos tutelles et de notre activité et avoir peur de ça. Il faut surtout penser que se comparer à son voisin, c'est forcément trouver les armes pour s'améliorer. Pourquoi en France, on utilise si peu l'imagerie endocoronaire? Pourquoi en France, les temps d'acheminement des SCA est si long par rapport à nos voisins? Toutes ces questions-là pourront être résolues et on pourra améliorer nos pratiques. Et il faut aussi imaginer que ce registre pourrait permettre une meilleure information de nos patients qui sont toujours très anxieux avant de bénéficier de telle ou telle procédure. Voilà, je vous remercie.